vais commencer maintenant avec cette première image qui est celle que vous avez choisie. C'est une très belle image, mais c'est pour aborder la question des sources. Quand on travaille sur l'esclavage, et comme quand on travaille sur les dominés, on a généralement affaire à la parole ou à l'image des dominants. Cette image est très belle, incontestablement. Et je... Alors, elle est de William Clark, je l'ai identifiée. Ça s'appelle, je ne vais pas le dire en anglais, mais j'ai traduit La récolte de la canne à sucre à Antigua. Et il y a 10 lithographies faites par ce William Clark qui sont magnifiques, où on voit le processus d'exploitation de la canne depuis le moment où on la plante jusqu'au moment où on envoie le sucre et le sucre et le rhum. Vous voyez à l'arrière-plan de l'image, on voit le moulin. Et dans une image après, il y aura un zoom et on verra le moulin, on verra la distillerie. Donc c'est une sorte de bande dessinée très bien faite où on voit tout le processus de fabrication et de transformation de la canne à sucre en vesou, en canne, en jus. Si on regarde bien l'image, on se rend compte que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En fait, William Clark a été invité par un esclavagiste, un propriétaire, qui est d'ailleurs représenté là à cheval. Il est en train de parler à un commandeur. Le commandeur, celui qui est dans l'habitation. L'habitation aux Antilles, c'est la plantation. Le commandeur, celui qui est donc chargé, c'est un cadre intermédiaire, qui est lui-même souvent un esclave. Et on voit les gens qui travaillent, mais si vous regardez bien, parce que souvent on ne fait pas assez attention aux images, on ne prend pas assez le temps de les regarder, regardez à quel point ça ne sent pas la sueur, et à quel point les hommes et les femmes qui sont en train de couper la canne sont quasiment des gravures de mode. Ils sont très très bien habillés. Et le fouet est apparent, mais il n'est pas utilisé. Il est dans la main du commandeur, mais il faut vraiment regarder de près pour le voir. En fait, c'est une image de propagande. Alors, on l'utilise à des fins documentaires, hein, parce qu'effectivement, c'est très bien fait, si on veut. Moi, je l'utilise avec des élèves ou avec des collègues pour leur montrer le processus de la canne, mais tout en leur disant, attention, maintenant, on ne va pas se contenter de décrire, on va s'interroger sur ce que ça nous raconte. Ben, on est 10 ans avant l'abolition, 1823. Oui, 10 ans avant l'abolition. Il y a toute une campagne qui est menée. Donc, les esclavagistes se défendent, ils ont des bonnes armes pour se défendre. Et notamment, une de leurs armes, bah, c'est de faire appel à un peintre qui est un Écossais, qui a une certaine réputation, qui est invité d'ailleurs. Donc là, il va sur place et il va faire ces très belles images où on voit. Alors, le discours qui en ressort, si j'ose dire, implicitement, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les esclaves font leur travail, mais regardez, ils sont finalement assez bien traités, manifestement. Et puis, le maître est là, présent, c'est du paternalisme qui va continuer par la suite dans les meilleures conditions du monde. Donc voilà, ça c'est un problème quand on travaille. Je vous ai dit par exemple que pour les 6 millions d'hommes et de femmes déportés au XVIIIe siècle, on a 2 à 3 récits de ceux qui ont connu la déportation. Mais en face, ils écrivent. Et ils ont de très bons arguments. Je ne développerai pas là-dessus, mais ils ont de très bons arguments et surtout, ils ont d'énormes moyens. Le commerce colonial avec le monde entier pour la France au XVIIIe siècle, c'est 30% du commerce internet de la balance des paiements. C'est pas rien. C'est des fortunes considérables. Des fortunes considérables. Donc, il y a une bataille qui est menée par les abolitionnistes sur laquelle on va revenir. Et parmi ces abolitionnistes, il y a Oléa Equiano, il y a Frédéric Douglass qui ont contribué à ce combat, même si on pense souvent uniquement à des Européens, notamment à Schellcher, en quoi on a raison de penser à lui, parce que ça a été effectivement un abolitionniste. Alors, là, c'est mon plan. Bonne. J'ai fait quatre parties en histoire, on n'aime pas, mais je suis pas arrivé à faire 3. Et je vais commencer par le titre Résister. Et je suis allé chercher tout bêtement dans le dictionnaire, dans le Robert. Et résister, c'est ne pas être détruit en général, hein. Ne pas être détruit, ne pas être altéré par. C'est aussi une façon de réfléchir sur ce qu'on va entendre là, en l'appliquant aux victimes de l'esclavage, aux esclaves. Je n'emploierai pas le terme d'esclavisé qui s'impose actuellement, mais je n'y arrive pas. Je continue à dire esclave. Certains disent esclavisé, ça ne me pose aucun problème, mais pour ce qui me concerne, voilà, je suis resté sur le mot esclave. Euh, faire effort contre l'usage de la force, c'est résister à. Ça peut être aussi une forme de résistance. Et puis, c'est aussi faire front à quelqu'un. Euh, donc là, c'est plutôt une idée plus agressive, plus voilà. Donc le mot résister est un mot polysémique et je crois que c'est important parce que je me souviens qu'un jour d'avoir fait, il y a des années, une intervention en employant le mot de résistance et un monsieur était venu me dire, oui, mais la résistance, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Je dis oui, je sais bien qu'il y a eu la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a d'autres formes de résistance, comme il y a d'autres formes de déportation. Des hommes et des femmes ont été déportés dans des trains pendant la Deuxième Guerre mondiale, des hommes et des femmes et des enfants ont été déportés dans des bateaux pendant 3 siècles. C'est aussi une forme, il ne s'agit pas d'opposer ou de faire le malin avec ça, mais c'est de montrer que ce vocabulaire
est un vocabulaire auquel il faut faire attention. Piste bibliographique, on va dire que c'est fait. J'ai surligné en jaune Michael Roy, Récit d'esclaves, c'est sa thèse, où il fait le point. Et je n'ai pas abordé, mais j'aurais dû, je le ferai rapidement, enfin je l'évoquerai, la question du marronnage. Donc vous avez tout ça dans la bibliographie. Alors, vous avez aussi des éléments de cytographie. Il y a un site remarquable qui est fait par enfin, qui a été dirigé par un collègue qui travaille au Canada qui s'appelle Jean-Pierre Le Glonec. Et c'est le site marronnageinfo.fr. Allez voir si ça vous intéresse. En fait, ils ont mis en ligne 26 000 petites annonces de fuite d'esclaves dans l'espace américain, on va dire, au sens large. Par exemple, à Saint-Domingue, il y avait une revue, un journal, pardon, un journal, enfin, il y a le mot américain dedans, j'ai oublié. Enfin, il y a un journal de Saint-Domingue, et quand un esclave s'est enfui, on met une petite annonce pour annoncer qu'il s'est enfui. On le décrit plus ou moins. Et c'est une source intéressante parce qu'on voit comment les mettre et on voit aussi, on apprend des choses, mais j'y reviendrai sur ces hommes et ces femmes. Mais là, vous avez vraiment un travail tout à fait essentiel qui a été fait avec cette mise en ligne de petites annonces de fuite d'esclaves. Vous avez aussi pour les récits autobiographiques quelque chose qui a été fait par une prof d'anglais qui a fait un travail considérable. Comme beaucoup des livres que j'ai évoqués, enfin j'en ai évoqué certains, mais il y a une centaine de livres qui n'ont pas été traduits. Alors, elle n'a pas tout traduit, mais elle a mis en ligne et c'est classé par thème. Par exemple, vous pouvez taper le mot, je sais pas, repos, le mot danse, le mot esclave. Enfin, bon. Elle a fait tout un travail de traduction d'extraits de ces mémoires d'esclaves que j'ai évoqués pour les États-Unis. Et on peut en retrouver de très longs extraits dans ce site que j'ai mis dans la bibliographie, qui s'appelle Site Esclaves en Amérique. Et puis vous avez un site que connaissent les profs, qui est très bien fait, qui s'appelle l'Histoire par l'image. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses quand on veut travailler sur cette question. C'est ce que je disais au départ. Parfois, par paresse, c'est pratique de dire, moi, je ne peux pas le travailler parce qu'il n'y a rien. Non, il y a beaucoup. Même parfois, il y a peut-être un peu trop parce qu'on peut être submergé. Mais là, j'ai essayé de vous choisir ce qui me semblait le plus pertinent. Alors, sur les formes de résistance, je cite Cécile Vidal dans un article qu'elle a fait dans un gros pavé qui s'appelle Le monde de l'esclavage. D'ailleurs, vous voyez, c'est déjà page 656 et ce n'est pas encore la fin du livre, mais c'est un travail sur l'esclavage depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, hein, qui est un travail tout à fait remarquable, donc, que vous avez évidemment dans la bibliographie. Et là, Cécile Vidal, qui est une collègue qui travaille à l'école, à l'EHESS, a fait une typologie pour cet article et différents types de formes de résistance. Vous savez lire, je vais pas le lire, mais j'ai surligné les révoltes, puisqu'on va y revenir. La fuite et la formation de communautés de ce qu'on appelle les marrons. Et puis, mon troisième thème, si j'ose dire, qui me semble être une forme de résistance particulièrement originale et à laquelle on pense assez peu finalement, qui est le militantisme en faveur de l'abolition. Et je pense donc au militantisme de Laouda, de Frédéric Douglass. Voilà. Et ce qui me paraît important, je reviens sur ces témoignages, c'est que quand on dit il y a eu 12 à 13 millions, déjà, l'horreur est déjà dans l'approximation à 1 million près, si j'ose dire, hein. 12 à 13 millions d'hommes et de femmes qui ont été déportés dans les navires négriers européens, donc plus de la moitié vers le Brésil, enfin, près de la moitié vers le Brésil. Euh, Ce nombre est tellement monstrueux qu'aucun d'entre nous, en tout cas pas moi, ne peut me le figurer. Je le dis parce que ça fait partie de mon boulot. Mais je crois que c'est important, et j'ai été prof, hein, je crois que c'est important avec des élèves de leur montrer un 12 millionième. C'est-à-dire que le visage d'Olaouda, je peux me reconnaître dans son humanité. Je ne peux pas me reconnaître dans l'inhumanité de ce nombre monstrueux de 12 millions, mais je peux me reconnaître dans le visage, dans la fraternité que de façon totalement fantasmatique, j'entretiens avec Olaouda ou avec Frédéric. Mais au moins, j'ai un visage et je connais leur histoire, enfin, par leur récit, je les humanise. Enfin, pas moi, ils n'ont pas besoin de moi, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est important de donner des visages et pas de rester uniquement dans ces nombres abstraits. On a le même problème face aux différents crimes de masse dont l'humanité s'est honorée. Alors, premier type, là je suis dans les rêves, je vais reprendre ce que j'avais décidé de vous dire, mais je suis parti un peu en freestyle. Avant d'aborder, j'avais commencé donc par définir cette idée de résistance, mais c'est pour ça aussi que vous allez comprendre les différentes définitions. C'est que il y a eu incontestablement, dès le début de l'esclavage, des hommes, des femmes qui ont cherché à nuire aux intérêts du maître, de plein de façons possibles. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pas résisté en permanence, ou sauf résister au sens de résister pour survivre.
avec des conditions de vie, notamment d'alimentation effroyables. Mais donc, ils ne sont pas tout le temps en train de se révolter. Il leur arrive de temps en temps, comme on le voyait sur la gravure de Clark, il leur arrivait de temps en temps, et même plus que de temps en temps, de couper de la canne ou de récolter le cacao ou le coton. Donc, même si je vais insister sur la révolte, il faut comprendre que des hommes, des femmes, se sont aussi accommodés et ont fait en sorte de survivre, tout simplement. Et on n'est pas là, moi je suis prof d'histoire, je ne suis pas là pour juger ces hommes et ces femmes. Mais c'est pour dire qu'il y a actuellement un discours que l'on entend et que je comprends chez des militants nationalistes, notamment aux Antilles, avec la figure du marron, du nègre marron, hein, qui est exalté. On a l'impression, quand on est face à ces statuts, qu'en permanence, non, il y a eu incontestablement du marronnage, mais il y a eu aussi des gens qui, au quotidien, dès le lever du jour, allaient couper la canne ou allaient récolter le coton. C'est-à-dire qu'il y a eu des formes de résistance, mais il y a eu aussi des formes d'accommodement. Et Myriam Cotias, qui est une historienne, a travaillé par exemple sur les femmes et elle a montré que certaines femmes avaient des stratégies de séduction parce qu'elles espéraient qu'en séduisant un libre, par exemple un maître ou un blanc, elles pourraient, pour leur enfant né métis, elles pourraient peut-être avoir, au moins pour lui, accès à la liberté. Il y a aussi dans la plantation, et ça fait partie d'ailleurs du savoir-faire des maîtres négriers, il y a des techniques, ce sont des DRH du XVIIe, XVIIIe siècle, qui permettent de diviser, j'espère qu'il n'y a pas de DRH dans la salle, j'ai pris un risque. Mais bon, on est tous évidemment anti-esclavagistes, d'ailleurs, ce qui n'est pas très dangereux aujourd'hui. Euh, mais il y a des, par exemple, Poyen de Saint-Marie est un écrivain du fin 18e qui explique comment il faut mener bien une plantation, intelligemment une plantation. Par exemple, donner des terres, des lopins de terre aux esclaves. Comme ça, ils travaillent le dimanche. Et puis, si un esclave à qui on veut faire plaisir, si j'ose dire, on lui donne un meilleur lopin de terre qu'à un autre. Il y a toutes sortes de stratégies comme ça. Je vais employer du vocabulaire, voilà. Quand un bossal arrive, c'est-à-dire quand un esclave, un captif arrive, parfois il est parrainé par un créole qui va lui apprendre à travailler, qui va lui apprendre, y compris à échanger avec les autres. Donc, ça aussi, c'est une vraie question quand on réfléchit à la question de la résistance et des révoltes. Vous avez à Saint-Domingue, à la veille de la Révolution française, globalement 8 à 9 esclaves pour un libre. Et parmi les libres, il y a aussi des métis. L'expérience rwandaise nous montre qu'on peut faire des dégâts avec des machettes. Or, ne l'oublions pas, ces esclaves, pour le travail de la canne, avaient des sabres, des machettes. Donc, bien évidemment qu'il y avait de la violence, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y avait des militaires, bien évidemment. Tout ça, je le sais, il y avait le fouet. Mais on ne pouvait pas tenir pendant 3 siècles avec un tel rapport de force sans avoir d'autre chose que la seule, la seule et unique violence. La violence est là, elle est, par définition, l'esclavage est violent. Je ne vais pas sans arrêt à venir en boucle. Mais vous avez compris que j'étais anti-esclavagiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a bien fallu mettre au point des techniques de domination qui passent par de multiples canaux et qui passent aussi par la division. Par exemple, sur l'image que vous avez vue tout à l'heure, j'ai évoqué le commandeur. Mais vous avez aussi d'autres gens qui ont un rôle stratégique dans la plantation. Vous avez ceux qu'on appelle, je vais employer un mot et puis je vais revenir en arrière après, ceux qu'on appelle les nègres de houx. Le mot que je viens d'employer, je n'aurais pas dû l'employer, mais je peux pas faire autrement. C'est le mot nègre, mais je vais y revenir tout de suite sur l'emploi de ce mot. Il y a des nègres de houx, c'est le prolétariat du prolétariat. Ce sont ceux qui coupent la canne, ou les hommes des champs, les hommes et les femmes, hein, les hommes et les femmes des champs. Et puis vous avez une population dans la plantation qui est une population qu'on appelle les nègres à talent. Ils ont été formés, par exemple, pour fabriquer le sucre. Si on me demandait de développer une distillerie, je serais bien incapable. Donc il y a des apprentissages, il y a des charpentiers, il y a toute l'habitation esclavagiste au XVIIe siècle, XVIIIe siècle surtout, est une unité de production à la fois de canne à sucre, mais aussi de sucre en sirop, et parfois aussi de sucre transformé enfin de sirop transformé en alcool. Donc il y a tout un savoir-faire, toute une hiérarchie et toute une division qui est entretenue volontairement par le planteur, par le béquet, par le maître, pour permettre de dominer cette masse servile, qui, elle, va réagir parfois solidairement, parfois non. Hein, c'est compliqué. Il y a des moments, effectivement, de révolte solidaire pour obtenir notamment des meilleures conditions de vie. Voilà. Donc, pour dire que certains esclaves, avec peut-être pour certains l'espoir aussi d'obtenir leur affranchissement, ne résistaient pas en permanence et pouvaient s'accommoder, il fallait survivre. Voilà, point.
et obtenir, par exemple, parfois une amélioration du quotidien. Alors, pour ce qui est de résistance, la résistance commence dès l'Afrique, en fait. Je ne développerai pas, mais il y a des formes de résistance qui apparaissent en Afrique lorsque les communautés se mettent à implanter leur village dans des sites qui facilitent la surveillance et la défense. Là, des archéologues actuellement travaillent sur un certain nombre d'espaces dans l'Afrique de l'Ouest et on montre qu'il y a des communautés villageoises qui ont quitté des zones qui leur apparaissaient comme dangereuses parce qu'il y avait des razzias et qui se sont implantés dans des zones refuges, qu'on appelle les zones refuges, soit en hauteur, soit dans des régions difficiles d'accès, ou dans des endroits où on pouvait, en mettant des gens qui guettaient, pouvoir prévenir d'éventuelles descentes. Vous le savez, les razzias se font à l'intérieur, mais là encore je ne développerai pas, ce serait l'objet d'une autre conférence. Les razzias se font avec des populations qui sont, enfin des razzieurs, des gens qui sont des Africains, mais là encore, il faut faire attention aux mots. Quand Olada montre à bord du négrier, il constate qu'une partie des gens qui sont à fond de cale comme lui ne parlent pas la même langue que lui. Donc, il n'y a pas, c'est ce que je dis, il y a pas d'Afrique. Il y a des Africains, mais il y a pas de langue africaine. Comme je suis européen, mais je ne suis pas scandinave, je ne suis pas italien. Donc, il y a à l'intérieur du continent africain, et notamment des zones qui ont été victimes de la traite négrière, il y a toutes sortes de populations avec des conflits de classe, des conflits ethniques, dont vont se nourrir, si j'ose dire, les négriers. Certains déportant vers le nord et vers le monde arabo-musulman, d'autres à partir du XVIIe siècle, surtout, déportant vers le sud, ce qui arrive d'ailleurs à Olaouda, qui est un enfant qui a été élevé au bord d'un fleuve, à l'intérieur des terres, et qui va découvrir la grande eau, qui va découvrir les bateaux en arrivant après 6 mois d'errance ou après avoir été contrôlé pendant 6 mois, et il est vendu à bord d'un négrier. Il raconte ça très bien dans son livre. Donc, première forme de résistance, quand on a affaire, si j'ose dire, quand on est en contact avec les négriers européens. Alors, parenthèse, excuse-moi, parenthèse, j'ai employé le mot nègre. Je n'aurais pas dû. Non, mais je serais aux États-Unis, je serais déjà sorti violemment de la salle, hein. Non, je sais bien, mais non, mais je tiens quand même. Non, C'est pas notre même histoire. Eux, ils disent esclavagisés. Pour moi, c'est esclave dans les papiers. non, mais on a parlé déjà. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais non, mais je tiens quand même à faire le point parce que c'est devenu un mot insultant. Mais tout dépend de qui l'emploie. J'avais un de mes copains d'enfance qui me disait quand c'est moi qui raconte une blague, c'est une blague juive. Quand c'est toi qui la raconte, c'est une blague antisémite. Voilà. Euh, voilà. Donc, oui. Une question que je veux savoir, parce que moi, comme on dit, les Africains qui sont radiés, je vais dire, qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas tous béninois. Parce que souvent, on dit, ouais, le Bénin, Ah non, c'est non, non, bien. non, non. Mais oui, mais le problème, c'est que les gens, ils se besognent. Non, Ah non, non, je suis le Congo. africain, etc. Alors, comme je dis, c'est faux. Non, 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 C'est on est dans le d'accord. sang. On est d'accord. Allez, vous le savez, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les origines géographiques de la traite qui vont s'étendre du sud de la Mauritanie jusqu'au Mozambique, et y compris, il y a la côte, n'oublions pas la côte Est, ça concerne l'essentiel du continent. L'essentiel du continent avec plusieurs routes, mais bon, là, je n'ai pas le temps, plusieurs routes de déportation. Alors, forme de résistance, donc déjà avant la déportation, et puis au moment de la déportation, là, vous avez un récit d'un négrier, c'est ça qui est intéressant, qui a été publié par Olivier Pétriganouillou sous le titre de Moi, Joseph Monneron, armateur négrier nantais. Et ce Joseph Monneron raconte ses expéditions. Il est formé à devenir négrier. Son papa est un personnage important du point de vue financier, mais avant de prendre la direction de l'affaire, il va faire quelques voyages de traite, évidemment, du côté négrier. Alors, sur le mot, je reviens, après je lis le texte, sur le mot nègre. Au XVIIIe siècle, il y a eu des travaux qui ont été faits, hein, d'à partir des dictionnaires notamment, des articles. Au XVIIIe siècle, le mot nègre désigne à la fois dans les dictionnaires où la personne considérée comme noire, qu'on retrouve par exemple avec le fleuve Niger, hein, nigrici, noir, et où, et c'est ça qui pose question, enfin qui pose question, c'est qu'au XVIIIe siècle, vers 1750, au moment de la rédaction notamment de l'encyclopédie, le mot noir devient synonyme du mot esclave. Or, ça, c'est quelque chose aussi qui est important à déconstruire. Il y a eu de l'esclavage avant, et évidemment, tous les esclaves ne sont pas noirs et tous les noirs ne sont pas esclaves. Et c'est important, je dis ça notamment quand on a affaire à un public
de jeunes et qui peut être sur ces questions et à juste titre très sensible. Donc le mot nègre désigne au XVIIIe siècle à la fois le noir et l'esclave. Il va prendre une connotation raciste et insultante, donc c'est pour ça que je fais toujours attention quand j'utilise ce mot, mais dans la littérature du XVIIIe siècle, on l'emploie. Et puis, on l'emploie aussi de d'autres façons. Ça a donné aussi le mot négritude. Et lorsque Aimé Césaire est insulté un jour pas très loin d'ici par un automobiliste énervé, Aimé Césaire lui répond: Monsieur le nègre vous emmerde. Et en créole, et notamment en créole haïtien, mais aussi en créole, on nègre, c'est un homme. Par exemple, un haïtien peut tranquillement vous dire que De Gaulle, c'est un grand nègre. De Gaulle est un grand nègre, parce que le mot nègre est synonyme d'homme. Donc, vous voyez, ce mot est un mot qui est prohibé aujourd'hui aux États-Unis, ce que je peux comprendre, mais en tant que prof d'histoire, il m'est difficile de ne pas l'employer parce que je cite mes sources et parce que, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'éprouve toujours le besoin quand même quand je l'emploie pour éviter toute forme de procès d'intention d'en montrer la complexité et la polysémie. Alors là, c'est une révolte de captifs que je vous ai racontée, enfin que c'est pas moi qui la raconte, c'est Joseph Monron, et la chute est assez intéressante. L'anglais Barry avait une cargaison, donc l'anglais Barry, c'est le bateau qui s'appelle Barry, avait une cargaison d'environ 200 noirs contenus par un équipage bien portant parce qu'il avait été très peu de temps en Afrique. Ce bâtiment était depuis plus de 15 jours en mer et avait avancé 3 à 4 000 lieues dans sa route. Les esclaves ne furent point découragés par l'éloignement des terres qu'ils ne voyaient plus depuis 2 semaines. Ce que savait Négrier, c'est que le moment le plus dangereux, c'est tant qu'on est sur la proximité de la côte, parce qu'il compris qu'il peut y avoir des solidarités ou toujours l'espoir de sortir du bateau. La révolte éclata par les femmes qui n'avaient point de fer. Les hommes se déchaînèrent et se répandirent sur le pont. C'est le point de vue du négrier, là. L'équipage retranché derrière fit feu avec 4 pierriers, en tua et en blessa un grand nombre. Ceux qui n'avaient pas été atteints escaladèrent la rambarde, s'élancèrent sur les Blancs, les égorgèrent tous à l'exception d'un seul, qu'ils réservèrent pour le ramener dans leur pays. Le retour ne fut pas facile. Ils furent près d'un mois à revenir et s'échouèrent sur les bancs des Bissagos où le navire se perdit. Mais avant de descendre à terre, ils voulurent massacrer le seul blanc qui restait parce qu'ils les avaient tenus trop longtemps en route pour les ramener. Il fut protégé et caché par quelques négresses et c'est par cet homme que nous apprîmes tous les détails de l'événement. Ces mêmes nègres qui s'étaient sauvés sur les îles des Bissagos furent remis de nouveau en esclavage par les insulaires et revendus au bâtiment qui était au Bissau. Nous en avions 7 ou 8 à notre bord qui étaient bien dangereux. Là, on a, vous voyez, une source intéressante qui raconte une révolte, mais avec évidemment le point de vue d'un homme qui est un négrier nantais. Voilà, première forme de résistance. Alors, je vais passer à une autre forme de résistance, c'est ma deuxième partie, sur ce qu'on appelle le marronnage. Alors, le mot marron, on sait pas, enfin, généralement, de ce que j'ai lu, hein, il y a une sorte d'accord pour dire que c'est un mot, alors qui vient peut-être de la langue taïno, qui était la langue parlée par les premiers habitants de l'actuel Saint-Domingue, en fait, des Grandes Antilles, qui aurait été repris par les Espagnols sous le terme de cimarron. Et les Espagnols, lorsqu'ils allaient à la conquête des territoires, avaient des îles qui servaient de relais, et ils y lâchaient par exemple des porcs ou ils y lâchaient des bœufs, de façon à ce que quand le bateau faisait une halte, ils aient de quoi se ravitailler. Et il disait que ces cochons ces cochons, ces bœufs, ces animaux, ces chevaux étaient cimarrones, c'est-à-dire qu'ils c'était des animaux anciennement domestiques qui étaient revenus à l'état sauvage. Et ce terme de cimarron est passé dans le vocabulaire français avec marron et en créole marron. Et on voit là quelque chose aussi qui est caractéristique de l'esclavage, c'est qu'il y a animalisation. Aux Antilles, un cochon marron, c'est un cochon qui s'est enfui. Mais c'est aussi un homme. Enfin, c'était. Il y a toujours ce vocabulaire auquel il faut toujours être attentif quand on travaille sur ces questions-là. Alors, sur le marronnage, je vous ai cité le site, cité avec un C, le site qui a été dirigé par Le Glonnet, qui est remarquable. Là, voilà, c'est ce que je vais faire, c'est des affiches américaines. Et il y a 26 000 petites annonces qui ont été enregistré sur ce site. Donc, il y a de quoi faire. Et surtout, il y a eu tout un travail pour savoir qui étaient les gens qui fuyaient et qui étaient-ils. Alors, on a déjà un premier élément, c'est la répartition que je vous ai donnée, la répartition en termes de sexe ratio. Vous avez 80% d'hommes pour 20% de femmes environ parmi ceux qu'on appelle les marrons. Ce que l'on sait aussi, c'est que la plupart de ceux qui marronnaient étaient des nouveaux arrivés. Les créoles marronnaient moins souvent, mais ceux qu'on appelle les créoles, ce sont ceux qui sont nés sur place aux Antilles, quand on dit quelqu'un qui est créole. Non, mais là, je parle au XVIIIe siècle. Aux Antilles, on distingue les créoles, ce sont ceux qui sont nés sur place. Donc, on va dire une plante créole, c'est une plante locale pour la distinguer de celui qui vient d'ailleurs.
Et à Saint-Domingue, on distingue les créoles quand on parle des esclaves. Les esclaves créoles, ce sont ceux qui sont nés esclaves à Saint-Domingue. Et de ceux qu'on appelle les bossales, ce sont ceux qui ont connu la traversée. La plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, le plus grand nombre de fugitifs sont des fugitifs bossales. Alors, là encore, il faut prendre en compte les réalités géographiques. Que mon propos soit clair, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de marronnage à la Martinique et à la Guadeloupe. Et j'aime beaucoup ces territoires, mais ils ne sont pas très grands. Et ils ne pouvaient pas nourrir, accueillir des dizaines. Alors, il y a constamment, dès le début, des gens qui vont se réfugier dans ce qu'on appelle les mornes, dans les régions qui n'ont pas été. Un autre territoire intéressant pour le marronnage, c'est la Réunion. Parce que la Réunion, quand les Européens arrivent, était une île vide. Et les premiers qui vont peupler l'intérieur, les hauts de la Réunion, ce sont des marrons. D'ailleurs, un certain nombre de pics de la Réunion ont reçu le nom de chef marron. Donc le marronnage est important dans cette histoire. Mais la forme de marronnage reste toujours limitée par les réalités géographiques et par la technique qui va faire qu'on va avoir des chasseurs de marrons. Il y a eu un film récemment, d'ailleurs, qu'il mettait en scène à l'île Maurice, ni Fer, ni Mobutu. Enfin, il y a un film qui est sorti l'année dernière, un très beau film qui montre du marronnage et la répression du marronnage à l'île Maurice, qui s'appelait l'île de France à l'époque, enfin l'île Maurice. Donc il y a incontestablement du marronnage. Mais les formes les plus importantes de marronnage, ce sont sur les grandes îles, Jamaïque. Le café le plus cher, qui s'appelle le Blue Mountain, est un café qui a été produit par des marrons au départ. Je n'ai pas le temps de développer. Mais ils se sont réfugiés dans les montagnes de la Jamaïque, ils ont produit du café et ils ont fini par signer un traité, parce que la Jamaïque a commencé par être une île espagnole. Et quand les Espagnols ont perdu l'île au profit des Anglais, il y a eu un moment de flottement dont ont profité fourbement les esclaves, et certains en ont profité pour s'enfuir dans les montagnes. Et ils ont commencé à planter du café. Et ils ont fini par signer un traité vers 1750, ces marrons des montagnes avec les puissances britanniques, selon le principe suivant. On reste dans les montagnes, on produit du café, donc on ne produit pas de sucre, de toute façon, les montagnes, on ne peut pas produire de canne à sucre. On vous le vend, donc ça permet d'entrer dans une économie qui se mondialise. Mais en contrepartie, et c'est ça qui va mal passer auprès de certains qui vont se révolter, on n'acceptera plus de nouveaux marrons. Ah oui, il y a un deal. C'est-à-dire que l'Angleterre reconnaît des bandes de marrons comme étant des gens avec qui il faut négocier, parce qu'ils ont essayé, ils ont échoué. Et le deal, pour parler comme l'actuel président Trump, c'est on vous prend votre café et en contrepartie, vous n'acceptez pas de nouveaux marrons. Alors certains vont jouer le jeu, d'autres vont. Mais à la Jamaïque, il y a un grand nombre, c'est très grand, c'est beaucoup plus grand qu'aux Antilles. Même chose à Saint-Domingue, où il y a des zones qui sont peu peuplées, notamment à la frontière entre la partie espagnole et la partie française. Donc là, on a de véritables groupes structurés, organisés de marrons, qui peuvent être des menaces, y compris quand ils font des descentes sur les plantations. Guadeloupe, Martinique, ce sont toujours des petits groupes. Il y en a. Et puis, il y a d'autres formes de marronnage auxquelles on ne pense pas, mais c'est le marronnage vers les villes. Mais ça, c'est pour les créoles. Il y a des réseaux familiaux qui se créent. Dans une ville, on a besoin de dockers, on a besoin de prostituées, on a besoin de toutes sortes de gens. Où on les paye un peu moins bien quand on sait, ou parce qu'il peut y avoir des solidarités, ou parce qu'on sait qu'ils ne sont pas tout à fait, on dirait lui, qu'ils n'ont pas de papier. Et comme ils n'ont pas de papier, on va en profiter pour les payer encore moins bien que les autres. Donc on sait que dans les villes, il y a des esclaves qui arrivent, mais ceux-là sont des gens, ce sont des créoles, ce ne sont pas des bossales. Eux, ils ont déjà un réseau. Ils connaissent la réalité insulaire. Donc vous voyez, ça, c'est des formes de marronnage auxquelles on pense assez peu, mais qui sont des formes de marronnage assez intéressantes. Le marronnage, je dirais, classique tel qu'on le représente, c'est celui dans la forêt. Et alors là, vous avez sur le continent, et je pense notamment à la Guyane au sens large, hein, Suriname, Brésil, et la Guyane actuellement, le département guyanais actuel, vous avez au XVIIIe siècle, et encore aujourd'hui, enfin, au XVIIIe siècle, vous avez au Suriname une insurrection d'esclaves qui vont partir dans la forêt guyanaise, qui vont signer un traité avec, avec la puissance hollandaise, après une répression effroyable, et ils vont créer des sociétés structurées avec leurs chefs, avec leur culte, et ils existent encore aujourd'hui. Par exemple, vous avez à la Guyane, et j'ai mis un livre de Jean Moumou, qui est lui-même qui est historien des Bonis,
c'est un groupe de marrons de la Guyane. Et ces Boni, du nom de leur ancien chef, habitent le long du fleuve. Alors, si vous voyez à peu près en gros, mais je crois que je l'ai fait. Non, si je l'ai mis, comme quoi. Là. Guyane ou Bushinang. En Guyane, vous avez ce qu'on appelle Guyane au sens large. Là, je me suis contenté d'évoquer la Guyane actuellement française. Hein. Vous avez le long du fleuve, le long du Maroni, en vert, vous avez des populations qui sont descendantes de ces marrons du XVIIIe siècle, qui, après la répression au Suriname, ont franchi la frontière et qui, en 1860, l'État colonial français, en 1860, leur a reconnu des territoires. On les appelle, ils ont différents noms. Là, on les appelle les Aloukou, c'est leur nom. Eux, souvent, se dénomment comme étant les Boni, du nom de leur chef fondateur du groupe. Et on les appelle de plus en plus les Bushinengue. Mais tout ça désigne, alors, les Bushinengue désignent l'ensemble de ces populations qu'on retrouve aussi bien en Guyane française que du côté du Suriname. Donc là, vous voyez, c'est une forme, et on retrouve ça aussi au Brésil, on retrouve ça aussi, mais là, on n'est pas dans les mêmes réalités géographiques. Parce que quand un esclave ou un groupe d'esclaves fuit dans la forêt guyanaise et qu'il arrive à installer, à se structurer le long du fleuve, voilà, aller le rattraper. Alors, il y a des descentes qui sont faites, mais à chaque fois, ce sont des échecs. Donc, je distingue bien, vous voyez, il faut distinguer, enfin, distinguer. Le marronnage limité pour des raisons géographiques dans les petites îles, où il y a des formes de marronnage, mais c'est toujours des formes de marronnage très épisodiques et très limitées, très peu structurées, et qui n'ont pas aujourd'hui de descendants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans les petites îles, quand je dis les petites îles, c'est un constat de taille, hein, Martinique, Guadeloupe, Réunion, il y a aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, il y a un culte du marron. Le marron est devenu le héros mythique. Alors qu'il il n'y a pas aujourd'hui de personne à la Martinique ou à la Guadeloupe qui serait spécifiquement descendant de marron en tant que société structurée. Alors qu'à la Guyane, notamment, les marrons ne sont pas encore totalement reconnus comme des Guyanais à part entière. Alors il y a toute une bataille qui est menée, notamment par Jean Moumou et par des élus, pour qu'il y ait une reconnaissance de la mémoire. La Guyane, c'est compliqué, il y a plein de mémoires à la Guyane. Hein. Il y a la mémoire du bagne, il y a la mémoire créole, c'est-à-dire les descendants de ceux qui sont dans la région de Cayenne. Il y a la mémoire amérindienne et il y a la mémoire Bushinang et la mémoire marronne. Donc ça, ce sont des mémoires, c'est compliqué, c'est très compliqué la Guyane. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une survalorisation, me semble-t-il, du marronnage et du héros marron dans les îles antillaises, autant il y a encore, peut-être un peu moins, mais il y a encore parfois un certain mépris pour les marrons dans les espaces du monde latino-américain, enfin du monde sud-américain qui n'est pas que latino. Ça, c'était pour le marronnage. Il me reste 10 minutes. Je m'autorise encore 10 minutes. Pour ce qui est des révoltes, alors les révoltes sont constantes. Elles sont constantes. Vous voyez que si on prend par exemple, on va prendre Saint-Domingue, dès 1503, vous avez une révolte. Alors qui nous renseigne sur ces révoltes? Eh bien, ce sont les autorités. Ce sont les autorités qui parfois peuvent en faire voilà, en faire beaucoup parce qu'on a besoin de répression. Mais il y a, et ça c'est constant dans tous les récits des gouverneurs, dans tous les récits de ceux qui écrivent sur place, il y a une trouille constante, il y a une peur constante, d'où aussi, c'est pas pour la justifier, mais ça la comprendre, d'où aussi la brutalité de la répression. Il s'agit d'effrayer par des tortures effrayables, d'effrayer parce qu'on vit constamment dans la crainte. Alors, la grande crainte des maîtres, c'est l'empoisonnement. Ça, c'est la crainte constante. La crainte constante. On attribue, à tort ou à raison, on attribue à certains Africains, certains esclaves, des pouvoirs. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est celle d'un dominicain qui s'appelle le Révérend-Père Breton, qui arrive tout au début de la colonisation. Et non, c'est pas breton, c'est là-bas, c'est moi. C'est un peu plus tard, c'est vers 1800. Pardon, vers 1700. Donc c'est 60 ans à peu près le début de la colonisation. Et le père là-bas, qui est un dominicain, nous raconte une anecdote que je trouve intéressante. Il y a un esclave. Alors là, on a encore c'est encore des petites habitations. Il y a 10-12 esclaves. Donc c'est un moment où les maîtres connaissent encore individuellement leurs esclaves. Ce ne sera plus le cas ça demain. Vous avez 300, 400, là, ça devient des camps, ça devient des usines. Mais au début, il y a un rapport. En plus, ce révérend père, là-bas et ce breton, ces dominicains veulent convertir au christianisme leurs esclaves. Donc ils s'intéressent à eux, ils écrivent d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a des sources. Et ce que nous raconte Breton, c'est qu'il a un esclave sur sa plantation qui est malade.
Alors lui, n'oublions pas, c'est un homme du XVIIe siècle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire des prières, l'asperger d'eau bénite, et ça ne marche pas. Et il se rend compte, et ça le trouble, qu'il y a dans sa plantation quelqu'un qui semble avoir beaucoup d'influence sur les autres. Et il se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'eau bénite qui disparaît de sa chapelle. Alors il se dit, première hypothèse, c'est vachement bien, ils sont vraiment très croyants. Deuxième hypothèse, c'est un peu louche, c'est un peu de la sorcellerie, quoi. C'est ça qui est derrière. Et il se rend compte la nuit, en le suivant, que ce personnage-là, qui a de l'influence, va effectivement prendre de l'eau bénite de la chapelle, mais va la mélanger avec plein d'autres choses. Et ce mélange qui va être donné à celui qui est malade va le soigner. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais toujours est-il que que Laban nous raconte ça, et lui-même il est troublé. C'est un homme, voilà, c'est un homme qui est aussi, voilà, comme ça. Et il est très embêté par cette situation où lui a échoué et l'autre a réussi, mais l'autre appartient à une autre culture. Alors, vous savez comment il va s'en tirer? Ben, c'est simple, il va le faire fouetter. Une façon de rappeler qui est le maître. Mais c'est un échec malgré tout. Et non, et ce qui est intéressant, c'est qu'il le raconte, ça. C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a encore, vers 1635, début de la colonisation, vers 1700, il y a encore un regard individualisé parce qu'on n'est pas encore dans ces grandes, grandes plantations. Et donc, un certain nombre de maîtres connaissent très bien leurs esclaves. Et d'ailleurs, parfois, certains, mais je n'ai pas le temps de développer, peuvent aussi, les plus petits, peuvent travailler avec eux. Donc, on voit à la Jamaïque, par exemple, il y a un nombre. Ça, je vous renvoie, je l'ai cité, à l'extrait de Marcel de Rigny et Bernard Guénaud, Atlas des esclavages, remarquable atlas, dans lequel vous avez notamment cette carte, mais il y a plein d'autres cartes sur la traite et sur l'esclavage et sur les abolitions. Et on voit que tout du long, et on voit que le moment où, historiquement, la période la plus tendue, si j'ose dire, c'est la période qui va de 1790 à 1880, parce qu'il y a eu aussi la seule révolte en 91 qui a débouché sur la naissance d'un État indépendant, c'est la révolte de 91 à Saint-Domingue, dans la grande plaine de Saint-Domingue. C'est l'île à sucre par excellence, Saint-Domingue, hein. C'est ce qui fait vivre en grande partie non seulement Bordeaux et Nantes, mais tout l'arrière-pays, parce que quand le sucre arrive, on n'a pas le droit de le raffiner sur place. Mais quand le sucre arrive à Nantes, tout le long de la Loire, vous avez des sucreries. Et puis il y a le chocolat aussi. Donc et puis il faut construire les bateaux. Et d'ailleurs, c'est ça l'argument des négriers. Parce que dans les manuels scolaires, on donne toujours les arguments de ceux qui sont hostiles à l'esclavage. Ce qui est bien. Mais Condorcet, quand Condorcet et d'autres argumentent, ils répondent à des. Alors, l'argument est simple. Si nous, Français, sommes les premiers à abolir l'esclavage, alors que nous nous comportons évidemment bien mieux avec nos esclaves que, par exemple, ces salopards d'anglais, si nous sommes les premiers à abolir l'esclavage, c'est les autres qui vont le faire, et puis on va perdre des milliers d'emplois. Je vais vous raconter encore une petite anecdote pédagogique. On avait fait un travail avec des élèves de seconde, avec la prof d'histoire et des élèves de seconde, et on avait donné à certains, et ils avaient eu le temps de le lire, hein, ces élèves qui avaient déjà été mis au point sur cette histoire, on avait donné à certains des textes émanant de négriers, enfin du lobby négrier, portuaire, donc des textes justifiant l'esclavage du point de vue des. Et puis à d'autres élèves, on leur avait donné des textes qui étaient des textes anti-esclavagistes, dénonçant l'esclavage. Et chacun après devait faire le jeu et le hasard a fait que c'était une lycéenne d'origine haïtienne qui s'est retrouvée avec beaucoup de talent à défendre les arguments des négriers. Eh bien, ses camarades, pas parce qu'elle était haïtienne, mais à cause des arguments, sont restés le bec cloué. Parce que les arguments sont d'une modernité incroyable. Je n'évoquerai évidemment pas les marchands d'armes, hein, c'est pas mon genre. Mais si c'est pas nous qui le faisons, nous, c'est-à-dire les Français, ce sera les autres. Premier argument. Deuxième argument, si on arrête, on ruine les ports. Et on met des gens au chômage. Et ça, les élèves, aujourd'hui, et pas que des élèves, sont très sensibles à ces arguments. Donc l'argument, vous voyez, c'est parce que le lobby négrier a des bons arguments, je veux dire. Hein, c'est pas que des crétins, ce serait trop facile qu'ils soient ça comme un catch, qu'ils aient une culotte noire, les méchants, et puis une culotte blanche comme par hasard les gentils. Non, et ce sont des gens qui ont des arguments, qui ont du poids, qui sont présents à la cour, qui entourent le roi, qui entoureront Napoléon Bonaparte. Donc ce sont des gens qui ont un vrai poids politique. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte leur argumentaire, leur vision du monde, pour comprendre à quel point il a été difficile pour les abolitionnistes de mener cette bataille contre la barbarie esclavagiste. Voilà, j'arrive, et c'est très bien ainsi, enfin c'est très bien, j'en sais rien, mais il est temps. J'arrive à la quatrième forme de résistance que j'ai déjà évoquée, donc je vais aller un peu plus vite, mais je voulais vous présenter avec, prenant un peu de temps quand même, Olaouda Equiano,
que les élèves anglais connaissent depuis 2007, surtout parce que les Anglais ont commémoré la première abolition de la traite. Ils ont été les premiers à abolir la traite et en 2007, ils ont fait pas mal de choses, notamment à Liverpool. Et Ola Equiano est devenu un personnage que l'on étudie ou que l'on connaît assez bien, d'après ce que m'ont dit des collègues, dans les écoles britanniques. Alors, cet Ola Oda est un Ibo, c'est un enfant du fleuve, ça serait aujourd'hui un Nigérien. Ouais, un Nigérien, ou un Nigérian, un Nigérien. En tout cas, c'est un Ibo. Il est rapté, pendant que ses parents et que les gens du village sont en train de travailler la terre, il est kidnappé, hein, il a 13-14 ans, il est enfant avec sa petite sœur. Et il raconte la traversée de l'Afrique, enfin, toutes ces mésaventures où il est kidnappé et où progressivement, il ne sait pas où il est, il essaie de s'échapper, mais il se fait reprendre et il va arriver au bord du fleuve, au bord de la mer. Il découvre la mer. Et là, la grande crainte qu'il a, il le raconte dans son livre que je vous ai conseillé de lire, il raconte que la grande crainte, et on sait que c'est une crainte qui circulait dans les barracks, c'est dans ces endroits où les captifs étaient enchaînés ou étaient enfermés avant que des bateaux viennent les prendre. La grande crainte, c'était l'anthropophagie. Ils craignaient qu'on les enlève pour aller les consommer. Et là, ce qui est très intéressant dans le récit de Laouda, qui écrit très bien, il écrit très bien, Olaouda. C'est il se remet, alors quand il écrit son livre, il a dépassé la trentaine, il n'est pas loin de 40 ans. Il est devenu un adulte et il a une vie très, très palpitante entre-temps. Euh, il se remet dans la peau de l'enfant qu'il était. Et on a le regard de celui qui est à fond de cale. La peur, euh, les odeurs, et puis cette crainte de l'anthropophagie. Et on le rassure, si j'ose dire, et puis le fait qu'on ne parle pas à bord du navire, on parle plein de langues, on ne parle pas tous la même langue. Et lui, il va s'en tirer relativement bien, mais il a toujours un regard, y compris, il a un regard humaniste parce qu'il constate à quel point les marins sont aussi très maltraités. Il constate qu'ils sont fouettés, qu'il y a même un marin qui est fouetté à mort et qui est jeté par-dessus bord, comme, j'allais dire, comme un vulgaire. Donc il se fait le témoin de cette brutalité esclavagiste, hein, qui touche aussi des marins. Et il a un regard, toujours ce regard-là, qui est très intéressant. Alors il va avoir un coup de chance dans son malheur, c'est que quand il arrive, quand le négrier arrive à la Barbade, il est tout chétif, il est futé ou lauda, mais c'est pas un costaud, et personne n'en veut. Et c'est un officier britannique qui va l'acheter, et il va d'ailleurs, cet officier britannique a beaucoup d'humour, puisqu'il va l'appeler Gustave Vasa. Gustave Vasa était un prince suédois, donc je pense que ce lieutenant était un homme plein d'humour, d'appeler un petit noir du nom d'un prince scandinave. Ça devait faire rire. Mais ce qui est intéressant dans le titre, c'est le titre original, hein, La vie de Oda Equiano ou Gustave Vasa. C'est-à-dire que ce que je trouve ça très intéressant dès le titre, que j'avais travaillé avec des élèves, c'est que dès le titre, il assume son nom, et un élève et j'ai constaté que les élèves avaient revu depuis Roots Racine, qui était un feuilleton que j'avais vu, une série que j'avais vue quand j'étais encore très jeune. Et vous vous souvenez qu'il y a Kunta Kinte qui refuse ce qu'on appelle autrement Kunta Kinte. Parce que le maître veut lui imposer, non, je suis Kunta Kinte. Mais Vaza, enfin plutôt Olaouda, assume sa double identité. Il est Oulaouda Equiano ou Gustave Vaza, l'Africain. Et puis, written by himself, écrit par lui-même, c'est très important, ça de rappeler que c'est lui qui l'a écrit. Et il y a son portrait, ça c'est le frontispice. Et son portrait est très intéressant. Si vous regardez, enfin vous voyez peut-être pas parce que c'est pas assez clair, mais il a un livre à la main. Et c'est pas n'importe quoi, c'est les Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant abolitionniste britannique qui est nourri de la Bible et notamment un courant qu'on appelle le courant des Quakers. Et le coup de chance, il a eu deux coups de chance. Je ne dis pas qu'il a eu que de la chance dans sa vie, c'est ce que je suis en train de dire, mais il a eu deux coups de chance. C'est d'une part de ne pas aller à la Cannes où il aurait probablement pas survécu, enfant qu'il était tout chétif, mais de suivre le lieutenant Pascal, ce maître qui va l'acheter. Et ce lieutenant Pascal va faire la guerre de 7 ans. C'est un marin. Donc lui, il va le suivre. Il va même y avoir une expédition au pôle Nord à laquelle va participer Olaouda. Donc vous voyez que Olaouda, évidemment, c'est un 12 millionième des esclaves, mais c'est un personnage exceptionnel à tout point de vue. Mais oui, mais voilà. Et il va ensuite se retrouver esclave d'un Quaker qui a mauvaise conscience et qui va permettre à Olaouda de faire ses affaires, de faire des affaires, et de lui laisser de prendre une petite part. Et quand il aura gagné suffisamment d'argent, Olaouda pourra se racheter. Ce Quaker est magnifique.
C'est-à-dire qu'il est contre l'esclavage, mais il a quand même un esclave, et c'est un être humain, quoi, hein. Et il y a voilà, tu travailles pour moi, je te laisse une certaine liberté, parce que Laouda lui sert de, comme il est futé, lui sert d'intermédiaire pour cette affaire. Il lui laisse gagner, prendre une petite part, il l'intéresse à l'affaire, et au bout du compte, il lui dit, bah, maintenant, rachète-toi. Voilà, donc Laouda se rachète, il va en Angleterre, il entre en contact avec les abolitionnistes britanniques, il va faire des meetings, et à la suite de ces meetings, il va écrire ses mémoires que je vous conseille évidemment de lire, comme vous l'avez compris. Euh, un élève m'avait dit, il ressemble à Robespierre. Bah, c'est pas faux, il a une tenue de bourgeois, il s'habille, mais c'est très intéressant, il nous regarde droit dans la façon dont il se représente lui-même. Il nous regarde droit dans les yeux, avec une certaine fierté. Il est habillé comme un bourgeois et il a à la main, ce qui n'est pas négligeable. Alors pour les élèves, ça ne disait pas grand-chose parce que nos petits élèves français, à cause des méfaits de la laïcité, ne sont pas très au point sur la tradition biblique, contrairement aux petits anglais. Non, je suis. Euh, mais en tout cas, les petits Britanniques et les petits Américains comprendraient beaucoup mieux parce qu'ils ont généralement, en tout cas certains d'entre eux, cette culture biblique. Et ça revient constamment dans les récits des esclaves ou des nouveaux libres américains, états-uniens, des références à la Bible. Let my people go. Le Mississippi qui devient le Nil. Parce qu'il y a autant dans les colonies françaises, il n'y a pas d'éducation. On leur dit des choses en latin auxquelles ils ne comprennent rien, comme aux autres d'ailleurs, hein, comme aux paysans ou comme aux gens du coin. Mais aux États-Unis, il y a toujours cette mauvaise conscience de certains protestants. Enfin, c'est compliqué. Donc, il y a généralement, en tout cas, ceux qui ont accès à la liberté, ont accès à la Bible. Et un personnage qui constamment cite la Bible, c'est Frédéric Douglass. Mais on va retrouver ça aussi, là, j'ai pas le temps de développer, on va retrouver ça aussi dans la musique. Dans le blues, il y a constamment hein, des références, y compris, je m'en suis rendu compte, dans le livre sur Frédéric Douglass qui circule, il est accompagné de critiques et d'une prof, d'une collègue angliciste qui montre enfin, un certain nombre de références à la Bible, y compris, je ne vous le cacherai pas, dont certaines m'avaient totalement échappé. Alors, la fuite d'Égypte, tout ça, j'avais la mer Rouge, le Nil comme étant le Mississippi, ça, quand même, grâce à Cécile B2000, j'avais repéré, mais euh, comment dire? Il y a des références très fines, et notamment il y a cette idée qui revient beaucoup chez les esclaves états-uniens, et je finirai avec cette image, qui revient beaucoup chez les esclaves états-uniens, c'est l'idée de revival, de renaître, pardon, de reborn. Et Frédéric, il y a un très beau passage, et ça va être ma conclusion, et j'aurais tenu, hein, ouais. Il y a un très beau passage dans Frédéric. C'est un des passages que j'utilisais avec mes élèves, de toute façon, bon, aussi pour leur montrer que c'est important de savoir lire et écrire, où Frédéric Douglass se retrouve à Boston. Son maître, pour des raisons XY, l'envoie à Boston. Et au début, la dame qui l'accueille, c'est une bostonienne de Boston. Elle a pas de culture esclavagiste. Et elle a des gamins, et elle a des enfants, et elle apprend à ses enfants à lire et à écrire, et qui vont à l'école, et puis elle les nourrit. Et le petit Frédéric, d'ailleurs, à ce moment-là, est bien nourri. Cette dame est très gentille avec lui et elle accepte que Frédéric, avec l'aide des autres enfants, apprenne à lire et à écrire. Et quand le mari revient, qui lui est un mec du Sud, il a une culture esclavagiste, il pique une colère noire, j'allais dire, hein. Non, mais vraiment, il pique une colère et il dit à sa femme que non, surtout pas ça, tu vas lui donner des idées. Il faut surtout pas qu'il apprenne à lire et à écrire. Et là, avec un vrai talent, et c'est écrit avec beaucoup de talent chez Frédéric Douglas dit, j'ai compris pourquoi il fallait que j'apprenne à lire et à écrire. Et il va mettre au point une stratégie qui va consister à prendre de la nourriture dans la maison qu'on lui donne. Et il va donner à manger aux petits gamins blancs du port qui, eux, savent lire et écrire, mais qui n'ont pas tellement le ventre plein. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à lire et écrire. Et il explique que c'est à ce moment-là qu'il renaît. Et ça, c'est sa première libération. Sa libération qui va lui permettre justement de sortir de la terre d'esclavage par la culture. Donc c'est très beau pour des élèves et pour un prof d'histoire d'insister sur cet aspect-là. Ce Frédéric Douglas, ce sera ma conclusion, enfin c'est ma conclusion, a contribué, et on l'évoque assez peu, à la mobilisation d'environ 150 000 soldats, qui sont, comme on le voit, alors l'officier, rassurez-vous, restait blanc, mais 150 000 soldats, il y a 500 000 esclaves environ qui ont fui le Sud au moment de la guerre de sécession, soit vers le Mexique, où l'esclavage avait été aboli avant les États-Unis, soit vers le Nord. Et Frédéric Douglass, en accord avec les autorités du Nord, a appelé donc des hommes et des régiments d'hommes noirs ont été d'anciens esclaves qui sont devenus libres évidemment, ou qui certains étaient déjà libres, mais en tout cas il y a eu des régiments qui ont participé, donc 150 000 hommes, ce qui n'est pas totalement négligeable, ont participé à la guerre de sécession et ont contribué à leur propre libération. Je dis ça parce qu'à chaque fois, alors je n'emploierai pas des gros mots comme agency ou agentivité,
Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que malgré la violence, malgré la brutalité, malgré la barbarie esclavagiste, ces hommes et ces femmes ont agi, soit en survivant, soit en s'opposant, soit voilà. Ce ne sont pas que des masses inertes ou ce ne sont pas que des victimes. Ce sont bien évidemment des victimes, mais ce sont des victimes qui ont aussi contribué à leur propre émancipation par différentes formes. J'ai évoqué le témoignage, j'ai évoqué le marronnage, et là je finirai avec la guerre. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.